Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres où cette question était inscrite à l'ordre du jour. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et au Sri Lanka, selon un nouveau bilan, les attentats d'hier ont fait 290 morts et 500 blessés. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce lundi la 9e séance du Conseil des ministres où cette question était inscrite à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi portant sur un régime juridique de l'établissement public administratif. La seconde question concerne un projet de loi portant sur un régime juridique des entreprises publiques. Et la troisième question est relative à un projet de décret fixant les modalités des répartitions de la durée du travail et l'amplitude maximale journalière. Suivant le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssef. S'est ensuite penché sur un projet de décret accordant dérogation pour les travaux de nuit des jeunes travailleurs et apprentis du moins de 18 ans. La cinquième question concerne un projet de décret nomination du conseiller technique du Premier ministre, Souleymane Mir Ali, est nommé conseiller technique du Premier ministre. Et vous suivrez donc le compte-rendu du porte-parole du gouvernement dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs, l'Inde, le Vietnam et l'Australie, auprès de la République de Djibouti. En premier, le nouvel ambassadeur de l'Inde auprès de la République de Djibouti, son Excellence Ashok Kumar, a remis ses lettres de créance au président de la République. Dans son allocution, le nouvel ambassadeur a indiqué qu'il œuvrerait toujours à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Ashok Kumar a indiqué être extrêmement heureux de présenter ses lettres de créance et a joué pleinement son rôle en tant qu'ambassadeur afin de consolider davantage les relations entre les deux pays. Je voudrais vous dire, a-t-il dit, à mon tour, toute notre estime et toute notre considération envers l'Inde et la place particulière qu'occupe de nos cœurs. For India-Djibouti bilateral relationship and a matter of privilege for me to serve as the first resident ambassador of India to Djibouti. I sincerely thank Your Excellency and the Government of the Republic of Djibouti for assenting to host a resident diplomatic mission of India in your beautiful country.
and giving me a rare opportunity for presentation of letter of credence within 24 hours of my arrival in the Republic of Djibouti. Et par la suite, ce fut au tour de l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Tran Quang Tran, le nouvel ambassadeur de la République du Vietnam auprès de la République de Djibouti. Son Excellence Tran Teng Quang a dans son allocution donc remercié l'accueil chaleureux, l'hospitalité qui lui a été réservée. Le nouvel ambassadeur a indiqué être extrêmement heureux de présenter ses lettres de créance. Il m'est particulièrement agréable de constater que la République de Djibouti et le Vietnam entretiennent d'excellentes relations d'amitié et une coopération qui ne cesse de se renforcer. Nous sommes tout autant que vous résolus à explorer avec votre pays les possibilités de partenariat dans de nombreux domaines où le Vietnam possède une expertise de haut niveau. Et enfin, le chef de l'État a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Australie, Peter Leo Doyle. Je suis très heureux, a-t-il indiqué, dans cette cérémonie de remise de lettres de créance, de vous accueillir à Djibouti. Donc l'allocution du président de la République, le président de la République a indiqué que tout en vous souhaitant chaleureusement la bienvenue, j'accepte les lettres par lesquelles son Excellence Peter Cosgrove, le gouverneur général de l'Australie, vous accrédite en République de Djibouti en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Eh bien, le président a indiqué que la République de Djibouti et l'Australie sont des partenaires au sein des principales enceintes de dialogue politique de coopération dans le monde. Nos positions, a-t-il indiqué, dans les différents forats internationaux se rejoignent sur bien des sujets. Une concertation active et régulière nous permettra de mieux défendre nos opinions et nos intérêts. C'est ce qu'a déclaré le président de la République lors de cette cérémonie. Et notant que le ministre des Affaires étrangères a pris part à cette cérémonie. Dans le reste de l'actualité, le centre de leadership et de l'entrepreneuriat de Djibouti a abrité hier une conférence débat axée sur l'espace économique et la création d'entreprises en République de Djibouti, ce en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali, ainsi que du président de l'ONG EDER, Mahmoud Ahmed. Cette rencontre, riche en informations, a été organisée par le Djibouti Espace de réflexion et d'échange, une ONG nationale créée par un groupe d'intellectuels djiboutiens qui désire servir une plateforme entre les décideurs politiques, les intellectuels et la société civile. Durant cette conférence de 2 jours, des représentants des organismes étatiques, des experts en économie, des entrepreneurs et des jeunes étudiants de l'Université de Djibouti se sont retrouvés afin de mieux comprendre les potentialités et les défis de l'entrepreneuriat dans notre pays. Expérience entre les différents acteurs sociétaux de Djibouti, et surtout aujourd'hui on parlait de l'entrepreneuriat, et ce sont les structures à la promotion de l'entrepreneuriat qu'on a amené ensemble pour qu'ils puissent échanger, discuter, pour avoir des canaux qui représentent vraiment l'entrepreneuriat et qui encouragent l'entrepreneuriat. C'est donc le président de cette ONG. Écoutons à présent le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawali. Nous pensons désormais qu'il est important d'avoir des rencontres régulières avec différents types de jeunes, de différentes catégories, et faire en sorte à ce que tous les services de l'État expliquent qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse, pour l'entrepreneuriat, pour les jeunes dans le secteur privé, mais également comprendre quels sont leurs soucis, quels sont leurs questionnements. Et jour après jour, on se rend compte qu'il y a toujours des merveilles, qu'on découvre des jeunes extrêmement brillants,
certains qui ont des idées bien plus avancées que nous. Et d'autres viennent avec des solutions, pas seulement avec des questions. Aujourd'hui, quelqu'un était en train de proposer un modèle pour voir dans quelle mesure nous pouvons lier entre les jeunes entrepreneurs et les entreprises existantes. L'autre était en train d'expliquer sur la possibilité, par exemple, pour un jeune qui a des difficultés à créer une entreprise parce qu'il ne peut pas avoir un local, de leur permettre d'avoir à ces centres un centre d'adressage. Donc, ça veut dire que beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, surtout venant de Djiboutiens, c'est ça qui nous intéresse. Et surtout de comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire dans le confort, dans nos bureaux, ce n'est pas ça. La réalité, c'est ces jeunes, ces Djiboutiens qui ont beaucoup plus d'idées que nous, s'asseoir avec eux, prendre leurs idées et de les traduire ça en politique publique pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de nos populations. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'après-midi d'hier, après sa rencontre avec le chef de l'État et l'émissaire du Ghana, qui était entre autres le ministre du Commerce et de l'Industrie, Alain Dione, a visité la zone franche internationale de PK23. À son arrivée, le ministre ghanéen a été accueilli par le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La zone franche internationale, véritable fleuron de l'économie djiboutienne, consolide la position de Djibouti dans cette partie du monde. Cette zone franche, la plus grande de l'Afrique, est une véritable force motrice de tous les grands projets d'infrastructure du pays. Le ministre ghanéen a eu une visite guidée sur le devenir en cours de la zone franche. Notons au passage que la zone franche internationale sera le levier majeur du développement et la croissance du pays à l'ouverture de la zone de libre-échange continentale africaine que la République de Djibouti a signé les instruments juridiques et remis au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, lors du 32e sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Addis Abeba en février dernier. Dans l'autorité des ports et des zones franches, en compagnie donc des hauts cadres du département donc, de la zone franche à Djibouti. Dans l'actualité également, le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, Souban Saïd Ismail, accompagné de son directeur des études, Saleh Ibrahim Ousmane, a procédé aujourd'hui à Tokyo à la signature du contrat relatif au projet d'amélioration de la route nationale numéro 1, et ce, en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Al-Etali. Ce projet d'un montant de 3 milliards 450 millions de yens, équivalent environ à 5 milliards 478 millions non remboursables du Japon afin d'améliorer l'efficacité et la capacité du système des transports et de soutenir le développement économique et social de la République de Djibouti. Les travaux de construction de 20 km de route qui démarreront au mois de mai prochain ont été confiés à 2 sociétés japonaises qui sont réunies sous un même consortium appelé Dai Nippon Construction et Toda Corporation. Le contrat a été signé par M. Toru Kubo, président de la Japan International Corporation System, et M. Hidemi Atano. À cette occasion, l'ambassadeur Ahmed Al-Etali a tenu à adresser les remerciements
sincère du gouvernement et du peuple djiboutien à l'endroit du gouvernement japonais qui, conformément aux objectifs de la TICAD, matérialise ainsi une infrastructure de qualité. Ce corridor qui relie la République du Djibouti et l'Éthiopie boostera et consolidera davantage le rôle de la porte d'entrée régionale que constitue notre pays. Retour à Djibouti, l'armée nationale, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a lancé hier une grande campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République et patriotique au profit des élèves de l'enseignement primaire de Boc. Cette campagne a été lancée dans l'enceinte du caserne du régiment de Boc, en présence du général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le préfet de la région de Boc ainsi que le colonel Aden Douali. Au menu, revue de troupes, aide d'honneur, tapis rouge. L'objectif de cette sensibilisation est d'approfondir les connaissances et de cultiver le patriotisme de manière précoce chez les écoliers. Cette campagne inédite s'étalera dans l'ensemble des 5 régions de l'intérieur et a vu la participation des hauts responsables aux cadres civils et militaires de la région de Boc, à savoir le général de la brigade Tahir Ali Mohamed, le colonel Ouib Moussa Kaline, le colonel Aden Douali, le préfet de la région de Boc, Hassan Dabeli Ahmed, et le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, le député de la région, Kamel Hamad, les responsables de l'éducation nationale, ainsi que 150 écoliers. Écoutez les mots du colonel Aden Douali lors de cette cérémonie. Aujourd'hui, le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir au sein
de ces quartiers pour le lancement des journées de sensibilisation sur les valeurs de la République qui ont débuté aujourd'hui ici à Obok et qui vont continuer dans les chefs-lieux des différentes régions de l'intérieur. La transmission des valeurs de la République ne peut être assurée sans l'école. C'est pourquoi, chers élèves, chers enseignantes et enseignants, ainsi que directeurs de l'éducation nationale, vous êtes là aujourd'hui. Par ailleurs, sans les partenaires de l'école comme l'armée djiboutienne qui constitue un pilier pour la préservation des valeurs de la République. Avec pour point d'orgue l'unité, Inkitino, Menimo, Al-Wahda, unité. Ces valeurs de la République ont également pour socle la Constitution de la République et les lois édictées depuis 1977, date de l'indépendance de la République de Djibouti. Durant cette cérémonie de campagne, les écoles d'Obok, les élèves des écoles d'Obok ont été questionnés sur la valeur de la République, du civisme, de la citoyenneté. En fin de cérémonie, les meilleurs élèves ont été récompensés par des cadeaux et par la suite, les élèves ont procédé à une visite du camp de régiment de l'armée d'Obok. Les écoliers ont apprécié l'envergure et l'utilisation des appareils militaires. Negiba morbina marin marau Negiba morbina marin marau Nabake nide Nangabuti marai Idrole kitangale Aku sita halino Usa sita halino Arsa sindi nilino Wagiri bubul mani Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Saleh Benoudaturab, a reçu hier une mission de chirurgiens et médecins spécialistes turcs de l'hôpital Acıbadem qui ont été introduits par le directeur de l'hôpital Peltier, Hussein Mohamed Hussein. Les discussions ont essentiellement porté sur les voies et moyens de renforcer davantage cette collaboration technique qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération sanitaire entre l'hôpital Peltier et l'hôpital Acıbadem. Par la suite, les médecins turcs ont rencontré leurs confrères djiboutiens à l'hôpital Peltier en vue de finaliser leur programme conjoint de consultation gratuite qui cible les spécialités telles que la chirurgie pédiatrique et encore la néphrologie, notamment pour la pose de fistules. Le directeur général de l'hôpital Peltier, Hussein Mohamed, a rappelé dans son intervention les objectifs de cette mission turque qui va prodiguer des consultations gratuites à l'hôpital Peltier. Le directeur a lancé un appel à la population djiboutienne pour profiter pleinement de ses expertises et de ses experts turcs. Le comité de gestion communautaire des quartiers 1 et 2 a organisé hier après-midi une cérémonie de sensibilisation
sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. Elle a été initiée pour faire valoir aux jeunes leurs droits, comme se procurer la carte d'identité ou le refus de l'excision pour les jeunes filles, ou encore de lutter contre la drogue. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire, qui nous a rappelé, que ce genre de sensibilisations sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant. À l'étranger, cette fois au Sri Lanka, selon le nouveau bilan, les attentats d'hier ont fait 290 morts et 500 blessés. Les autorités indiquent par ailleurs avoir désamorcé hier soir une bombe artisanale retrouvée à proximité de l'aéroport de Colombo et arrêté 13 suspects. Un couvre-feu a été décrété et les réseaux sociaux sont temporairement bloqués. Le Premier ministre du Sri Lanka a indiqué, je cite, « D'abord et avant tout, nous devons veiller à ce que le terrorisme ne relève pas la tête au Sri Lanka. Nous ne pouvons le permettre et nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir et anéantir le terrorisme dans ce pays. » Au moins 35 étrangers, dont des Américains, des Britanniques et des Chinois, figurent parmi les victimes. Ce sont les attaques terroristes les plus meurtrières qu'ait connu le pays depuis la fin de la guerre civile en 2009. Et quand la fiction devient réalité en Ukraine, le comédien et humoriste Volodymyr Zelensky a terrassé hier le président sortant Petro Poroshenko au second tour de la présidentielle. D'après les sondages de sortie des urnes, il l'emporte avec 73% des voix. Nous l'avons fait tous ensemble et je promets de ne jamais vous abandonner. C'est ce qu'a clamé le nouveau président de l'Ukraine devant ses partisans. Alors, qui est ce nouveau président? Eh bien, un acteur qui incarnait le président ukrainien dans une série télé très populaire, a surfé sur une vague de mécontentement et profité de l'hostilité vis-à-vis de l'établissement et du gouvernement sortant de Petro Poroshenko. Pour ce dernier, la défaite est amère et s'il a aussitôt concédé sa défaite, il assure, il ne quittera pas l'arène politique. Je reste en politique et je continuerai de me battre pour l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président sortant. Laissez-moi vous dire pourquoi. Eh bien parce que notre équipe doit préserver les acquis que nous avons obtenus tous ensemble avec tous les Ukrainiens. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.